et bienvenue pour cette grande finale du trophée Espoir, trophée courte paille qui se joue à Saint-Jean-de-Luz. Vous qui nous suivez depuis les demi-finales, on retrouve donc les deux équipes ayant remporté ces deux demi-finales avec en rouge Vicente González et Théo Laborde, vainqueurs de la première demi-finale. Et face à eux, en bleu, Antion de Bételu et Paul Montamat, qu'on voit ici à l'image. Le toss a été remporté par les rouges. C'est donc Vicente González qui va donner le coup d'envoi de cette finale que je commenterai toujours avec autant de plaisir avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs, bonsoir à tous. Allez, c'est le grand soir, c'est la dernière. L'occasion de voir les futurs grands champions. Les quatre protagonistes qui s'affronteront tout à l'heure. Après la sensation des demi-finales et la qualification surprise de Ola et Mainviel, amplement méritée contre la paire favorite Beazcoechea et les Querica. Et ils ont très justement remporté ces demi-finales pour affronter l'équipe redoutable, les Cador, Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez. Mais avant ça, ce premier lever de rideau qui a aussi un enjeu parce que c'était une finale. Et comme on le disait lors des demi-finales, c'était un vrai tournoi. Il y a eu des qualifications, puis le tournoi à proprement parler. Et c'est les quatre meilleures équipes qui se sont vues offrir la possibilité de jouer les demi-finales. Et on retrouve ici deux de ces quatre équipes en finale avec l'ouverture du score pour les Bleus et Antion de Bételu, Paul Montamat. Ouais, exactement, comme vous le dites bien, Arcaïs, c'est vraiment un tournoi à part entière, bien préparé, bien ficelé, avec des équipes assez équilibrées. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un beau niveau pour ce premier tournoi de lever les rideaux internationaux. Et surtout l'engouement de ces joueurs pour participer. Et quand ils voient la réaction qu'il y avait les pros, ils ont envie un jour d'arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la qualité de jeu est phénoménale. Mais surtout aussi avec ces petites défaillances, ces petits défauts, c'est un apprentissage aussi. Mais quand même, on a la chance d'avoir des super joueurs ce soir ici en finale pour les internationaux. Et tout a été fait justement pour que cette finale soit attractive, à savoir que même les règles ressemblent beaucoup à celles des professionnels. La seule différence, c'est que les manches, au lieu de se jouer en 15 points, elles se joueront en 13. En revanche, en cas de troisième manche, ça se jouera toujours en 5. Et en ce qui concerne les pachas, c'est-à-dire quand la pelote franchit la ligne numéro 7, pour les professionnels, elle est de 5. Pour les amateurs, ici, les espoirs, elle est de 3. Et ça, on doit saluer toute l'équipe, ici, locale, toute l'équipe de l'Océane, qui fait un travail tout le long de l'année pour encadrer ces jeunes et organiser ce tournoi pour que le plateau soit relevé et que celles et ceux qui sont venus encore très nombreux au Hayalay et vous qui nous suivez en ligne puissent voir le meilleur spectacle possible sur la cancha. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a des clubs qui sont formateurs et les enfants qui sont là. Il y a deux jeunes de Biarritz, deux jeunes de Saint-Luc. Et l'Océane aussi est un grand club formateur puisqu'on voit dans des finales comme cela avec deux jeunes. Mais surtout dans tous les autres clubs, il y a du gros travail derrière. Et si on a la chance d'avoir des joueurs de ce niveau-là, c'est qu'il y a du travail derrière. Et les rouges qui reviennent un partout. Alors on avait vu justement deux demi-finales avec des débuts de partie extrêmement accrochés. Puis à partir du 10e point, ça s'était décanté un peu, que ce soit lors de la première ou de la deuxième demi-finale. Et pour l'instant, la finale augure le meilleur puisque les deux équipes ne lâchent rien. Elles sont à un partout et les points sont longs, travaillés, avec peu de fautes pour l'instant. Voilà. Deux arrières aguerris qui ont de l'expérience avec Théo Laborde en rouge et Paul Montamat. Les deux joueurs de Saint-Luc, c'est deux joueurs qui sont extrêmement doués dans leur génération. Ils ont de la qualité technique, physique et surtout de la compréhension de jeu, ce qui est très important. Dans l'occupation un peu du jeu, on voit qu'ils ont de la facilité. Et dans l'organisation aussi, qui est très important, on voit avec les deux avants qu'il y a avec eux, ils sont là pour équilibrer, pour leur amener aussi leurs connaissances. Et souvent, on voit que ça sert beaucoup à l'équilibre de l'équipe.
Vicente González au but. Les Rouges qui mènent pour la première fois dans cette partie 2-1. Et même 3-1 avec cette faute de Paul Montamat. Paul Montamat justement qu'on avait vu au plus haut niveau lors de la deuxième finale. Il avait complètement crevé l'écran. Il avait été d'une sérénité absolue, même dans les moments difficiles. Il avait vraiment été impressionnant. Pour l'instant, peut-être la pression, hein. On vous rappelle, il joue une finale. Et une finale qui se joue avec un Khayalay quasi complet à Saint-Jean-de-Luz, en ouverture de la grande finale des internationaux. Ben, rien que ça met quand même pas mal de pression dans la tête de ces garçons, même si pour la plupart, et on le dira jamais assez, sont toujours habitués et ont déjà un palmarès éloquent pour l'âge qu'ils ont. Oui, tout à fait. On sait très bien qu'ils ont de la capacité, de l'expérience, mais c'est vrai surtout, on sait très bien que ce sont des joueurs qui sont capables de faire des belles parties. Donc au départ, c'est toujours un peu dur pour eux. Ils ont la pression, comme on peut l'avoir à cet âge-là, mais ils sont là pour apprendre et ça va les faire grandir énormément. Allez, le chassé-croisé continue. Le deuxième point pour les Bleus qui reviennent petit à petit. Ils ne sont plus menés que d'une longueur. Et on retrouve ici Antion de Bételu au but. Très gros bras, hein. De la droite, on voit que ça va très très vite. Il a beaucoup de force. Après, il manque un peu la précision sur certaines choses, mais c'est un apprentissage. Il apprend, il a de grosses qualités ce garçon. Et on a aussi un très très beau duel à l'arrière, hein, avec Théo Laborde et Paul Montamat. Ouais. Et voilà. On en revient un peu, on va le répéter peut-être plusieurs fois, mais c'est vrai, là on voit dans la gestuelle de Paul Montamat la facilité pour pouvoir renvoyer du fond, mais surtout pour exécuter une pelote collée au mur de gauche. Ce qui est toujours très important. Il faut toujours se servir du mur de gauche. Plus on la met là, plus c'est difficile de la rattraper. Deuxième égalité depuis le début de cette rencontre. Après l'égalité initiale à 1 partout, les voici dos à dos de nouveau, 3 partout. Alors on voit Théo Laborde qui commence à s'avancer dans l'espace de jeu vers le numéro 7. Là il veut dominer le jeu et pour que son avant il finisse le point, voilà, peut-être là, ce point là, il va prendre le temps, très bien joué. Ah, ça c'est superbe, bien joué, très joli. Le trou était fait. Très belle stratégie. On commence à voir des très très belles images novatrices, hein, parce qu'on essaye à chaque fois de vous proposer le meilleur. Et bien que vous soyez habitués à écouter nos voix, celle de Philippe et la mienne, c'est une très grosse équipe qui est derrière nous. Et c'est grâce à tout ce monde que vous avez accès à autant d'images, autant de ralentis. Et on va essayer, pour les parties suivantes, de vous proposer encore des prises de vue inédites, comme celle qu'on essaye de faire ce soir avec le fond de la cancha. Pour que vous soyez toujours au plus près de ce qui se passe dans ce Khayalay. Très belle défense de Théo. Laborde, on voit, toujours présent. Paul, toujours aussi actif dans ses pelotes difficiles. Allez, attention au coup droit. Waouh! Là, c'est sûr que dans l'ouverture de pelote, on voit de suite la pelote qui va s'échapper. Donc moi, je le sens, mais je suis coutumier du fait, puisque tous ces jeunes-là, je les ai régulièrement avec moi, donc je sais. Et on voit dans le déclenchement la pelote qui va s'échapper sur l'extérieur. Je le vois sur l'ouverture, là, qu'elle va partir directement. Elle s'en va à droite. Par contre, c'est une phase de jeu dangereuse, vous savez surtout sur qui? Par rapport au juge du 4. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas, parce que c'est un axe de jeu qui est très dangereux pour lui. Le mérite aussi des juges, de l'arbitrage. On ne le répète jamais assez, mais en effet, juger une partie où la pelote peut atteindre les 300 km/h, malgré que vous soyez casqué, si vous ne suivez pas, ça peut très vite tourner au drame.
Heureusement, lors de cette partie, il n'y a pas de juge au 4, il n'y a que le juge au 7, en la personne de Gérard Iribarin. Et donc l'honneur est sauf, puisque nous on est un peu plus à l'abri quand même. Malgré qu'on puisse avoir quelques frayeurs, comme ce fut le cas il y a quelques jours. Le jeu continue, 4-5, toujours cette partie indécise. Ce qui montre bien ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que les équipes sont vraiment très équilibrées. C'est étudié aussi pour qu'elles le soient. Et du coup, ben voilà, ça donne une finale pour l'instant très accrochée. Et à n'en pas douter, le jeu va s'accélérer dans les prochains points. Allez, une belle occasion maintenant pour Vicente Gonzalez qui fait cette faute de gant. Ouais. Elle est dure à récupérer parce qu'elle a de la hauteur dans la réception de pelote. C'est jamais facile de pouvoir actionner son geste et surtout de pouvoir la rattraper. Donc voilà, c'est une faute un peu bête puisque Théo Laborde était derrière, il aurait pu l'aider un peu plus. Et nouvelle égalité, la troisième. Oh, c'est une faute grossière quand même au but. Ouais, tout à fait. Oui, on ne vous traduit pas ce qu'il vient de dire, mais vous l'aurez imaginé. Ouais. Évidemment, il est très mécontent. Alors tout à l'heure, quand il est tombé à le rebot, il a mis un coup au niveau on appelle ça des oreilles dans le Chistera, et c'est le taco exactement. Et là, il a cassé le taco. Donc en lançant cette pelote, l'accélération, le taco doit être un peu faible, et ça s'est cassé. Donc son Chistera n'est plus utilisable. Il faut le poser et en prendre un autre pour continuer la partie. Et vous faites bien de préciser parce que ça peut avoir son incidence. Parce que quand on change de Chistera, il faut se réhabituer au nouveau Chistera. Et c'est pas simple, hein, on l'avait vu. Même chez les professionnels, il y a quelques jours, quand Erkiaga avait utilisé un nouveau gant, ben, il avait eu 3, 4, 5 points où il n'avait pas été dans le coup. Et ça lui a peut-être coûté cher quand même lors de la demi-finale contre Goicoechea Lopez. Ouais, l'adaptation n'est jamais facile, malgré que chaque joueur a un Cestero, un fabricant de Chistera qui essaye tout le temps de faire le matériel adéquat et identique. Malgré ça, la déformation du Chistera, parce qu'il va jouer avec un Chistera peut-être qui est un peu plus usagé, aura une courbure différente et des renvois différents. Alors bon, l'adaptation de ces joueurs, elle est bonne aussi, puisque c'est des joueurs de qualité. Je pense que ça devrait le faire. Et on ne le dira jamais assez, le travail que nécessite de faire ce Chistera, le tout fait artisanalement. Entre 25 et 30 heures de travail pour faire un seul Chistera. Et donc évidemment, on ne peut pas faire des Chistera uniformes à 100% pareils. Ouais. Donc ça peut avoir donc son incidence. Raison pour laquelle vous voyez actuellement justement Antoine de Béthelu prendre quelques secondes pour essayer et apprivoiser ce nouveau Chistera. Espérons que pour lui, ça ne le décentre pas de la partie. Allez, le public l'encourage, applaudissent les 4 protagonistes. Pacha. Le premier de la partie pour les Rouges. Nous rappelons que chaque équipe ne dispose que de 3 Pachas sur l'ensemble de la partie. Au-delà, ça sera une faute directe. Ouais, très belle défense de Paul Montamat. Elle est trop haute et ça donne 2 points d'avance pour l'équipe des Rouges, 5-7. Voilà, stratégiquement, on voit que cette équipe rouge commence à établir un jeu approprié à l'adversaire, c'est-à-dire que là, ils essayent de bloquer carrément Paul Montamat sur le mur du fond, en essayant d'éviter de le faire trop avancer, parce qu'ils savent que c'est un garçon dangereux qui peut ajuster des coups, mais même en défense, c'est un garçon qui est adroit, qui peut positionner ses potes vers le mur de gauche et toujours gêner, mais surtout essayer de faire et reboter un peu l'avant bleu
puisqu'il a un Chitera qui est moins bien, moins adapté peut-être à cette partie, à ce fronton. Donc on va voir, ça a marché ce point-là. Pacha, et ça fait 2. Les rouges pour l'instant qui mènent tranquillement. Hein. Après avoir été menés juste 1-0, c'est la seule fois où les bleus étaient en tête. Et depuis, ce sont les rouges qui mènent les débats. 7-5, nous sommes donc dans la première moitié de la première manche qui se joue, je vous le rappelle, en 13. Comme une autre spécialité connue de la pelote basque qui est le rebot. Voilà, joue également en 13. Non pas en 13 points, mais en 13 jeux. Et une très très belle discipline de la pelote basque. Déjà, ouais, super. Des très belles images. Ouais. Aussitôt dit, aussitôt fait par les équipes de Sébastien Croquefer. Ouais. Et ces magnifiques angles justement de l'arrière, les gros plans, lorsque l'arrière prend cette pelote, ça peut avoir vraiment, on peut obtenir des images superbes et on essaiera de vous les proposer au maximum. La voici. Non, voilà, 56 mètres, il est au fond et on se rend compte quand même de la longueur. 15 numéros et il renvoie. Très très belle image de Baptiste. C'est l'arrière de la cancha. On essaiera lors de la soirée de vous montrer, de mettre en lumière un peu le travail qui est fait par tous ces gens, puisqu'ils sont très nombreux. Et très compétents surtout. Ouais. C'est vrai qu'on a une grande chance d'avoir une sacrée équipe qui peut nous rendre aussi le travail peut-être plus facile à nous aussi, hein, d'avoir des belles images comme ça et le rendre très agréable à regarder. Oh, bien Paul Mantamat encore, il vient, il attaque cette pelote, c'est ça qu'il faut toujours attaquer la pelote. Très beau replacement de Théo. Là c'est son arme, et la droite par côté, il fait toujours reculer l'adversaire. Voilà, c'est une arme qu'il a ce garçon, c'est qu'il est dans une phase défensive et il arrive toujours quand même à faire reculer l'adversaire. Ce qui est très important, éviter de faire avancer l'avant, de lui donner les pelotes des munitions entre l'axe numéro 4, 5, c'est-à-dire dans les 25 mètres, parce que là il peut y avoir un déclenchement énorme et on le voit. Très très belle posture de geste. Ouais. On l'a vu dans le ralenti. L'une des nouveautés que vous aurez probablement dès la saison prochaine. Une version d'essai ce soir. Pour les chanceux qui nous suivaient, il ne faut pas moins de 11 caméras pour suivre l'événement. C'est ce qui montre ce que vous disiez, tout le travail qui est fait par toute cette équipe, puisqu'il y a des caméras truffées un petit peu partout. Il y en a sur le frontis, sous l'arrêt. Voilà, une belle image. La voici, celle-là, sous l'arrêt, qui nous prend des images magnifiques lorsque il y a des lâchers. La caméra publique que vous venez de voir, qui parfois tremble. Pas forcément qu'avec l'ambiance du Rayalay, mais parce que parfois les gens trébuchent dessus. Au fond, il y a une autre caméra qui est pilotée par Baptiste. Devant, nous avons Clément et Noémie. Quentin. Et Quentin. Ouais. Clément, lui, est au ralenti, inamovible. Et nous avons à nos côtés la chance de, non pas Georges Lucas, mais Lucas tout seul. Et que c'est lui qui vous propose les statistiques que vous aimez tant suivre dans les intermanches. Et lors du jeu, le tout piloté par Sébastien Croquefer. En haut de la pyramide, il en faut bien un. Et c'est lui. Et au commentaire, Philippe Etcheverry, Xavier Giraudon, Vincent Bachelot. Et
Arkaïs Colina Agalic. Aïe! Et la pelote, justement, qui s'écrase juste en dessous de cette raie. Voilà, il n'est pas loin, hein. La construction du point est très très bien faite et on voit dans la conclusion, voilà, c'est très bien, il va rentrer beauté corrido par le haut et là il va ajuster un ras de raie, ce qu'il doit faire, mais malheureusement on voit la direction de cette pelote va sur le conchon, la partie basse du fronton, du mur de frappe et c'est faux. Et là aussi c'est faux. Falta. Ouais. Nettement, on a vu la pelote qui ne franchit pas la ligne 4, qui est formellement interdit. Et les bleus qui reviennent. 9 à 11. On rappelle que la partie se joue en 13 points. Et que vous êtes en train de suivre la finale des espoirs. Il va falloir s'y habituer parce qu'on essaiera de plus en plus de vous montrer justement les images de tous ces jeunes garçons dont le rêve est justement de marcher sur les pas des professionnels qu'ils verront tout à l'heure s'exercer sur la même aire de jeu. Ah, joli, c'est bien fait ça. Et certains d'entre eux montrent déjà un niveau assez exceptionnel. Ouais. Comme tout à l'heure, là, à l'instant même, Théo Laborde avec une réception compliquée, conclue par un magnifique de mur. Ouais. Un beauté pronto, un drop la pelote, il la rattrape quand même, il est très loin, il est pratiquement à 50 mètres du mur de frappe, la vitesse de la pelote. Et l'ajustement après sur un déclenchement de 2 murs, on va le voir, il attrape en drop. Là, et là, il va déclencher un 2 murs, il va chercher le mur de gauche d'abord en premier et le mur de frappe. Il va donner un angle extérieur et là c'est la faute à la réception de Antoine de Béthely. Alors voilà, l'apprentissage est là, les choses ne sont pas totalement bien réalisées, mais on voit qu'il y a de l'idée, de l'énergie. Donc voilà, soyons patients et ces tournois-là vont servir à grandir. Et ils auront l'occasion de grandir puisque la Cesta Punta ne s'arrêtera pas. Alors évidemment, elle va s'arrêter aujourd'hui ici à Saint-Jean-de-Luz, mais on verra éclore un nouveau tournoi, le Pro Tour, le World Pro Tour de Cesta Punta, qui nous verra naviguer encore un peu dans tous les frontons. Nous irons coup sur coup à Biarritz, au Segor, Villeneuve-d'Ornon, avec des personnes qui nous suivent régulièrement, pour pas dire tout le temps. Et nous irons à Pau, Saint-Jean-de-Luz et même Guernica. Une grande chance que voilà, l'organisation Michel Billac, la fédération, les responsables un peu de tous ces rails-là, ils se mettent autour d'une table et commencent vraiment à travailler ensemble. Voilà, il y a de l'imperfection, il y a des choses qui sont très bien faites, mais il faut un début à tout. Et je pense que le travail commun de tout le monde, et je pense aussi au Chistera Club Villeneuve, un club de Bordeaux qui est un peu éloigné, mais ces gens-là qui font beaucoup d'efforts pour que la pelote bouge aussi et grandisse, on va aller les voir et on est tous contents d'aller là-bas. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, une belle école de pelote. Et voilà, c'est important pour la Cesta Punta de bouger, d'agrandir et se déplacer. On refait à 9 durant l'été. Vous aurez donc l'occasion de découvrir, tout comme nous, fin novembre sur les antennes de Canal+, alors que l'inévitable mascotte des internationaux, Pumpa, fait son entrée pour faire le spectacle et faire chauffer un peu plus ce public venu nombreux. Nous atteindrons pas loin de 1700 ou 1800 spectateurs tout à l'heure lorsque la finale des grands commencera. Vous voyez toujours des spectateurs qui rentrent. Et ce Hayalai qui ne désemplit pas. Et Pumpa qui continue l'ambiance avant l'entente de cette deuxième manche. Et ici à l'image, Adrien Planté, que vous connaissez très bien pour celles et ceux qui suivent le TAP 14 depuis des années sur les antennes de Canal+. Adrien Planté, joueur du Racing, mais qui a également joué et qui a été titré champion de France avec Clermont cette saison, avant de décider de venir s'installer sur le sud-ouest, en particulier à Pau,
où il a signé un contrat avec la section paloise. Section paloise que nous retrouverons très prochainement sur les antennes de Canal+. Après avoir perdu le match d'ouverture à Toulon, nul doute que les Palois vont vouloir se racheter. Et Adrien Planté et son expérience pourraient les aider justement tout le long de la saison à rester au contact des cadors que sont Clermont, Toulon, Toulouse, le Racing ou autres, Castres et Montpellier. On est reparti sur un gros rythme là, cette partie, on voit que ça joue bien, ça joue bien, c'est pelote dure, mais voilà, malheureusement voilà, c'est une faute qui va redonner l'avantage à cette équipe rouge. Voilà, une pelote perdue qui s'est égarée en touchant le mur de gauche, en voulant peut-être trouver un peu trop de difficultés dans la perfection. Et à l'heure actuelle, c'est plutôt voilà, l'apprentissage, il faut prendre le temps, il vaut mieux peut-être moins se tromper et jouer plus dans les lignes et à l'intérieur du jeu. Et les rouges qui ouvrent le score. Les rouges assez impressionnants, hein, tout en maîtrise, puisque, comme on vous le disait, à part le tout premier point de la partie qui avait souri aux bleus, depuis, ce sont les rouges qui mènent. Les bleus n'ont jamais mené, à part ce point initial. Ouais. C'est dire que les rouges sont vraiment bien plantés et ne s'affolent pas. Ils ne sortent pas premier du classement général avec 8 équipes pour rien. On le voit quand même, c'est une équipe très très bonne en cohésion, en équipe, elle joue bien. Voilà, c'est des joueurs d'avenir, c'est une très très belle équipe. C'est Vicente Gonzalez, Paul Montamat. Le vote ici, Antoine de Métellu. Ça passe. Et enfin le dernier, Théo Laborde. Voilà, très belle droite à la Félix un peu. Et Félix qui est justement parmi nous ce soir aussi. Au commentaire pour la chaîne basque Euskal Telebista, lui qui a tant émerveillé, fait rêver des générations sur ce fronton, lui qui était un joueur exceptionnel tant au niveau sportif et surtout au niveau humain. Oui, un grand joueur et je peux vous dire qu'il fait partie d'une association où tous ces jeunes là qu'on a sur la cancha font partie, c'est l'association Chistera. Ça regroupe tous les joueurs amateurs de Iparralde et Goalde, c'est-à-dire du Pays Basque français et Pays Basque espagnol, sud et nord. Et ils ont monté cette association pour faire jouer tous ces jeunes pratiquement 7 mois de l'année. Et Félix est un peu la cheville ouvrière de tout ça. Et j'en suis très fier parce que nos joueurs participent à ce tournoi et ça va leur permettre de s'émanciper, de grandir aussi. Comme nous, on peut les inviter pour les internationaux. Et si on arrive tous à travailler en commun, et je pense que dans un avenir proche, on aura encore des internationaux pro avec de très très beaux joueurs parce qu'il y aura un travail derrière d'une grosse équipe aussi et de gros clubs. Vous faites bien de préciser puisque c'est tout ce qu'on ne voit pas, ce travail qui est fait dans l'ombre mais qui donne des fruits après. On n'arrive pas à des Félix, à des Goycochea ou à des Lopez par miracle. Si on arrive à sortir des joueurs de ce style, c'est parce que beaucoup de gens bénévolement prennent beaucoup de temps pour s'occuper d'eux, les encadrer, les écouter, les soutenir dans les moments douloureux. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Et le joli sourire des spectatrices du Rayalaï qui n'échappe pas à l'œil de Sébastien Croquefer. Toujours à l'affût. Assez involontaire, je pensais, cette prise de vue, mais... Allez, grosse défense encore de Paul Montamat. Théo toujours présent. Hein, elle va être fausse. Là, il essaye d'éviter de suite Antoine Bételu, mais il prend des risques, il donne un peu trop de hauteur. Il suffirait simplement de chercher le mur de gauche le plus justement possible pour déjà les mettre un peu en difficulté. Mais bon, voilà, c'est une envie de forcer aussi. C'est l'âge du changement de corps, de force, tout ça, donc on essaie toujours de montrer qu'on a un peu plus de force quand on a 18 ans et des fois il vaut mieux ajuster un peu plus les coups que de trop les forcer. Vous parliez que ces joueurs font partie de l'association Chistera justement qui regroupe
Beaucoup de jeunes. Et justement, ici à Saint-Jean-de-Luz, le 8 septembre, c'est-à-dire dans à peine une semaine, se jouera l'une des finales de ce tournoi de Chistera. Et nous vous invitons à venir nombreux puisque ce sera une soirée exclusivement dédiée à la lutte contre la mucoviscidose et son association. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir soutenir les joueurs et cette cause noble qui, pour l'instant, malgré les avancées de la recherche, reste un problème important pour de nombreux enfants. Oui, une grande cause là, il faut vraiment se déplacer en nombre pour venir aider toute cette problématique de la maladie malheureusement, et c'est vrai qu'on peut, en étant venu plusieurs fois et régulièrement, c'est un grand jour de fête pour cette grande cause avec une partie, et en l'occurrence 2 parties magnifiques. Alors venez nombreux, laissez tomber pour un soir vos téléviseurs et internet et venez tous nombreux encourager cette bonne cause. Vendredi 8 septembre à partir de 20 h, ici même au Khayalay de Saint-Jean-de-Luz. L'ensemble des recettes étant reversées à l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc une double action. Et pour l'instant, les rouges, eux, imperturbables, qui joueront peut-être eux aussi le dernier carré lors de cette soirée, qui mènent 4-2 après avoir été rejoints de partout. Mais pour l'instant, impossible pour les Bleus de prendre le dessus sur cette équipe rouge très solide. Ouais, on les avait vus un peu plus fébriles par rapport à la demi-finale et Gonzalez et Laborde, mais là ce soir quand même ils récitent un peu le jeu. Ils sont faciles, ça joue bien, c'est assez carré dans leur jeu. Donc voilà, devient un peu difficile pour Antoine Betelu et Paul Montamotte. Et encore on voit cette phase de jeu énorme. Cette pelote. Laborde qui fait vraiment une très grosse partie aujourd'hui. Ouais. Il est dans la lignée des grands arrières. Vraiment, on voit qu'il fait quelque chose de très bien. C'est un besogneux, c'est un garçon qui s'entraîne beaucoup. C'est un garçon aussi qui fait partie du centre de formation de la fédération à Pau, puisqu'il est en école de STAPS à Pau, à Tarbes, pardon. Et il intègre ça, le CER exactement, le centre d'entraînement régional, exactement, et où beaucoup de joueurs repassent. Et on voit les progrès qu'il a fait physiquement avec l'aide d'une personne que je peux saluer, c'est Sophie Claverie qui fait un grand travail là-bas à Pau. Cette réception ratée par Vicente Gonzalez qui permet aux Bleus de revenir 3-4. Les Bleus qui se doivent absolument de remporter ces deuxièmes manches pour se donner l'espoir de gagner ce tournoi. Il va falloir passer devant tôt ou tard, sinon ça sera probablement cuit pour eux. Ils sont à 4 partout. Allez. Ils reviennent sur une faute de Théo. Voilà, une pelote qui touche le mur de gauche, qui gêne énormément la réception puisqu'elle est tourbillonnante. Et voilà, voilà, c'est dommage d'arriver à ça. Mais bon, voilà, c'est l'apprentissage, hein, c'est son rôle. Il faut qu'il prenne confiance. Voilà, c'est ça le terme exact dans ces parties-là, c'est prendre confiance, apprendre à jouer, répéter les gammes. Et là, on voit que bon, malheureusement, il fait la faute. C'est sûr qu'à l'entraînement, il va réussir ces phases de jeu-là. Mais aujourd'hui, c'est une finale et il y a du monde. Et voilà, et là, on fait plus facilement la faute. Mais il faut passer par là et je suis sûr que dans l'avenir, il en fera beaucoup moins. Allez, les rouges qui reprennent les commandes. 5-4. Théo Laborde, imperturbable pour l'instant. Ah, joli. Alors, Vicente Gonzalez va essayer de faire reculer Paul Montamat. Voilà, mur de gauche, mais il est imperturbable. Paul Montamat sous ses potes que le mur de gauche, il a une facilité, dextérité pour essayer de rattraper ses pelotes. On le voit toujours, il amène toujours le pelote vers le mur de gauche. C'est toujours gênant, très bien. Ah, ça joue très bien, ça joue très bien.
Et il est là Antion. Ah, c'est bien tapé. Voilà. Il a un bras très vif, on voit qu'il a une rapidité dans son geste de la droite et quand il déclenche les pelotes comme ça, c'est toujours très très délicat de pouvoir les rattraper. On voit le deux murs, voilà. Bien intercepté par Antion de Betelhu. Il avait bien anticipé, il avait très bien anticipé. Là, ce qu'il a juste derrière, c'est très très bien, cette cortada. C'est une arme chez lui. Hein. On voit qu'il était un peu gêné avec ce gant qui a été cassé et il a eu un peu plus de mal à se resservir de sa droite, qui est une arme. Bon, voilà, et il s'habitue un peu par rapport à ce gant. Aïe, aïe, aïe. C'est le premier. C'est le premier pour lui. C'est les rouges qui sont à 3, donc Vicente Gonzalez n'a plus le droit à l'erreur. Donc ça aussi, ça va compter, parce qu'il ne va pas pouvoir buter avec autant d'aisance. Et deuxième suivant. Le double pacha, double punition, 2 pachas en même temps, faute directe. Et toujours ce gros problème des Bleus, chaque fois qu'ils reviennent à hauteur, impossible de repasser devant. Ouais. Et ça, psychologiquement, ça commence à peser. C'est pas évident. Alors là, c'est vrai que le Chistera qu'il a, il a un Chistera un peu plus courbe ou qui a un peu plus de fond. Donc il essaye, Antion Betelhu, surtout d'essayer d'éviter l'avance, ce qu'il doit faire à l'engagement. Il essaie de donner de la hauteur pour éviter qu'elle retombe trop vite la pelote. Mais voilà, encore très bien. Là, ils sont dominés par les coups. On voit qu'ils sont dominés avec l'accélération encore, les rebots. Très bien. Vicente Gonzalez avait vu justement que Paul Montamat s'était avancé. Mais la zone de droite n'était pas couverte. Et voilà comment les rouges reprennent de longueur d'avance. 7-5. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac pour les rouges. On les sent assez sereins, mais attention, la partie n'est jamais finie. On sait que Paul Montamat peut aussi revenir dans la partie et aider, et Antion aussi, il a les moyens de revenir dans le jeu. Est-ce qu'on aura un doublé rouge et blanc ce soir? Quelle est la question? 6-7. Oui. Difficile de ne pas rattraper. Collé au mur de gauche, on voit, c'est toujours délicat. Et la pelote, elle peut rester collée ou sortir un peu au dernier moment et gêner un peu la réception, ce qui s'est passé au niveau de Théo Laborde. Allez, Antion de Betelhu, espérons qu'il est... Oh, superbe, là, c'était beaucoup mieux le but. Montamat qui s'était avancé. Il avait senti le jeu, il a vite vu. Par contre, il faut qu'il se replace vite là, derrière. Là, ça va venir vite, ça va venir vite. Attention à Vicente Gonzalez qui a une belle occasion. Il recherche le mur du fond. Il va la faire tourner vers le mur, c'est dur. Et celle-là, elle va être très dure. Mais elle est bien ramenée, c'est très très bien fait. Une fois de plus, mur du fond. Il faut revenir se placer, ça va être difficile. Parfait, parfait. Et Théo Laborde qui est là. Théo Laborde qui est là. Il faut rechercher la longueur, très bien. Oh, c'est les belles. Ça va être un point un peu épuisant, on voit, ça va être un peu dur. Et là, il faut finir. Et là, il faut... Voilà, ça c'est bien fait. Ouais. C'est très bien fait. Quelle équipe, cette équipe des Rouges qui alterne à merveille le jeu et ils s'entendent parfaitement. Exactement. Mécanique très bien huilée. Vous l'analysez parfaitement. C'est vrai que l'alternance du jeu court, long et la finition sur un raderet. Voilà, on voit le beau geste quand même de défense de Antion de Betelhu. Et là, c'est le 4e temps de jeu. Il va rentrer et là, il va déclencher une cortada, un raderet par côté. Mais là, c'est millimétré. On voit qu'il n'y a rien à faire. Ça va très très vite. Pour la récupérer quand même, c'est pas facile. Et chapeau quand même à Antion de Betelhu et sa défense qui à plusieurs reprises a sauvé son équipe. Mais ça n'a pas suffi et malheureusement pour lui et pour Paul Montamat, ce sont les Rouges qui reprennent de longueur d'avance. 8-6. Bien tapé encore une fois plus, ça c'est bien. La défense est bonne de... Aïe. Voilà. C'est largement échappé du gant là.
c'est bien quand on a de la continuité dans le renvoi comme a fait Antion Bételu, être patient, hein, renvoyer 2-3 fois la pelote dans l'air de jeu sans rechercher spécialement à faire le point. Hein. Il faut prendre le temps pour faire le point et souvent c'est concluant puisqu'on voit que le petit Gonzalez a eu du mal dans le renvoi de cette pelote et a mis la pelote hors des limites. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Elle est fausse. Elle est bonne, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Voilà. Le point pour les rouges encore. Tout arrive à point à qui sait attendre. 7-9. Ouais, encore. Oh, le deux-murs. Et le point. Non, Oh, quel sauvetage d'Antion de Bételu. Il fallait attraper, celle-là était dure, celle-là aussi. Très bonne relance encore, très bonne relance. Oh, ouais, c'est bien. Ouh, 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 ouh. Il n'y a pas eu un pompa? Oui, il y a eu un gros pompa, mais bon, c'est comme ça. Et encore très bonne relance là. Voilà, il va faire le point, il va faire le point, il va faire le point. Il va faire le point, mais bon. Ah ouais. Là, il est gêné l'arbitre parce que là, il se rend compte qu'il n'a pas vu. C'est vrai qu'il y a un gros pompa, mais c'est vrai que quand on arbitre tout seul aussi, ce n'est jamais trop facile. Hein, c'est dur. Hein. On va voir cette réception. Après là, Paul va défendre parfaitement. Hein. Il est dans le temps. Il va sauter pour l'attraper avant qu'elle parte à les rebote. Voilà, c'est un peu délicat, mais il est toujours dans le mouvement. Il ne fait pas hachiki, comme on dit, il ne garde pas plus longtemps. Mais là, elle est tombante et c'est toujours dur de. Et quel sauvetage ici d'Antion de Bételu. Et le troisième Pacha pour les Bleus. Donc à partir de maintenant, aucune des deux équipes n'a de bonus. Chaque nouveau Pacha sera une faute directe et là ça peut aller très vite. Attention donc à ce deuxième but d'Antion de Bételu. Beaucoup plus court, on le voit. Une équipe qui est toujours menée 8-9 et une manche à 0. Il va falloir donc accélérer, prendre des risques peut-être pour essayer de mettre à mal cette mécanique pour l'instant très très bien huilée. Oui, tout à fait. De l'équipe des Rouges, comme vous le disiez, leader incontesté du tournoi et c'est peut-être pas pour rien lorsqu'on voit la prestation qu'ils ont ce soir. Oui, exactement. On voit qu'ils sont constants dans la partie et constants dans leur saison. Et, donc voilà, il faut conclure bien cette saison. Est-ce qu'ils vont y arriver? Mais c'est vrai que Paul, oh, dommage. La relance est un peu trop haute et il touche ce conchon du haut qui est faux. Donc c'est dommage, mais. Allez, 10-8. Mais oui, Paul Montamat qui s'en veut. Ils avaient la possibilité de revenir à hauteur. Et d'un 9 partout éventuel, on pense à un 18. Et c'est toujours compliqué de faire la course. Derrière le score, aïe, aïe, aïe. 8-11. C'est toujours délicat de pouvoir faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il est dans un déplacement latéral et il cherche à lâcher la pelote. C'est toujours dur parce qu'il n'est pas équilibré au niveau de son corps. Donc c'est dommage, c'est une faute qu'on peut éviter. Et cette faute, peut-être qu'il va redonner un peu de couleur au bleu, puisqu'il marque le 9e point maintenant. Il va quasiment plus falloir faire de faute. Là, il va falloir vraiment être centré, jouer juste pour essayer de gripper un peu ces rouges. C'est
grande relance de Théo, la board. Et Théo et Paul toujours vers le mur de gauche, il va toujours essayer de rechercher ça. Hein. Gêner. Ouais, compliqué celle-là. Ouais. Elle est bonne. Allez, Théo la board. Ouverture de jeu de la droite pour Théo. Très bonne relance et encore défense fabuleuse de. Ah, il ne pouvait pas. C'est bien, c'est son rôle d'aller chercher la pelote et d'être. Il joue bien en équipe et cette équipe rouge, on voit, il n'est pas à la volée. De suite. Là. Oh, joli, bien joué, très bien joué. Là, on ne sait pas où aller. Hein. Quand on rentre du revers là, on a le choix soit en deux murs, soit de mettre à l'intérieur. Il y a plein de possibilités et c'est vrai que là, il ne se gêne pas, on le voit. Il va rentrer, il va jouer en avançant, il va déposer à l'extérieur. Et là, contre-pied parfait. On l'a vu parfaitement, Antoine Betelu avait commencé sa course pour essayer d'éviter le deux murs. Malheureusement pour lui, le choix de Vicente González était de la mettre à l'intérieur. Et c'est ce qui évaut. Et la possibilité pour les Rouges de remporter cette finale. Ils ne sont plus qu'à un point. Et peut-être le point le plus compliqué. Attention. Voilà. Et c'est fait. Et c'est fait. Victoire des Rouges en 2 manches. Sur le score identique. 13-9. 13-9. Victorieux de ce tournoi. Ouais, ils peuvent le savourer. Hein. Superbe équipe composée par Vicente González à l'avant et Théo Laborde à l'arrière. Super équipe, comme vous le dites très bien, et très bien une équipe qui a su être présente du début du tournoi jusqu'à la fin. Alors félicitations à eux, félicitations aux 4 joueurs quand même, parce que la partie a été tout à fait remarquable. Le petit problème technique qu'a eu Antoine, ça a été un peu problématique dans l'équipe. Mais c'est vrai surtout quand même cette équipe rouge a dominé la compétition grâce à leur qualité technique, leur qualité de cohésion, d'équipe. Vraiment, chapeau. Allez, 13-9, 13-9. C'est sur ce score que l'on rend l'antenne pour quelques minutes avant de vous retrouver pour la grande finale des professionnels. D'ici 15-20 minutes, ne zappez pas, donc restez avec nous puisque le spectacle risque d'être au rendez-vous. Pour vous donner juste une indication, sachez que Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea sont les 2 numéros 1 à leur poste. C'est comme si on jouait un double Federer avec Nadal. Et donc ça va être vraiment une très très belle finale, surtout que cela fait des années que ce couple n'a pas joué ensemble. Personne n'osait le faire jouer ensemble pour pas trop déséquilibrer les tournois. Ici, exactement, ça n'a pas été un choix de l'organisation, mais c'est par mérite, par les scores qu'ils ont obtenus, qu'ils en sont arrivés là. Donc ça risque d'être explosif tout à l'heure. Oui, c'est sûr. On a de la grande chance dans cette organisation de tournoi d'avoir de beaux joueurs ce soir en finale. Et c'est une grosse équipe, Goicoechea Lopez, que tout le monde attend. Tout le monde a envie de les voir gagner, puisque voilà, c'est les meilleurs. Mais tout le monde aussi, d'un autre côté, a envie de les voir perdre, parce qu'ils se disent, voilà, et il y a une solution peut-être, et on verra bien. Mais tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour le Real, encore une fois de plus, plein à craquer, et vive la Sesta Punta. On voit les protagonistes qui se préparent pour revenir chercher leur lot, leur coupe, etc., etc. Donc vous avez là l'ensemble des joueurs qui ont participé à ce tournoi Espoir. Voilà, voilà. Tous les protagonistes du tournoi sont là. L'équipe des vainqueurs ici, tout sourire, Théo Laborde et Vicente González. On retrouve aussi les malheureux perdants de la demi-finale. On l'a vu à l'écran, Baptiste Godwin, Ivan Etcheverry et tant d'autres. Ils sont tous là et l'organisation a voulu, à juste titre, et le club de Lucerne leur rendre un hommage bien mérité. Ce sont donc tous les joueurs qui vont se présenter devant le podium sous la houlette ici d'Antoine. Antoine, il est là lui aussi présent depuis 2 ans au micro du Khayalay. On va laisser Antoine animer la soirée, la remise des prix, et on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure, Philippe. À tout à l'heure, Kai, à toi.